7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et ce matin, il est question de The Monster. The Monster, c'est le nom de ces multiples incendies qui ravagent actuellement l'Australie et semblent très difficiles à arrêter. Quel lien entretiennent-ils ces Australiens à l'immense nature qui les entoure? Une prise de conscience politique est-elle en train de s'opérer et les méga-feux peuvent-ils nous aider à repenser notre vision du monde et à surmonter la crise climatique? Nous sommes en compagnie de Fabrice Argounès. Bonjour. Bonjour. Fabrice Argounès, vous êtes géographe, politiste, enseignant-chercheur à l'Université de Rouen. Au téléphone, nous sommes en compagnie de Charlotte Epstein. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes à Sydney, vous êtes professeur associé à l'Université de Sydney, également chercheuse invitée aux séries Sciences Po à Paris. Fabrice Argounès, tout d'abord pour replacer ce contexte, celui des feux, The Monster, comme on les appelle, dans le rapport que l'Australie entretient avec sa nature, ce territoire si particulier. Vous qui êtes géographe, si vous deviez nous le présenter en quelques mots. Alors en quelques mots, c'est évidemment un territoire immense. C'est un des premiers pays pour la superficie. C'est plus de 7 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à comparer, toujours pareil, à nos 550 000 kilomètres carrés de la France métropolitaine. Et c'est un immense territoire qui unit le continent. C'est la continentalité de l'Océanie, quelle que soit la vision qu'on a sur l'invention des continents, mais c'est la continentalité de l'Océanie. Ce sont des distances exceptionnelles. Pour donner une idée, entre Sydney et Perth, qui est la grande ville de l'ouest australien, on a une distance qui est comparable à celle entre Paris et Jérusalem. Donc évidemment, c'est cette dimension continentale qui est extrêmement forte. C'est un pays qui est situé entre océan Indien et océan Pacifique, et c'est un beau symbole, en ce moment notamment, de notre conscience planétaire, puisque nous, on a une perception vue de Paris ou de la métropole française d'un pays à des milliers de kilomètres, où il faut près de 24 heures pour y aller en avion. Et évidemment, on a également, malgré tout, cette dimension d'une proximité, une proximité symbolique, iconique, Oui. à la fois de la connaissance de l'Australie par le grand public. C'est l'exemple typique de l'Opéra de Sydney, qui est une des constructions architecturales majeures qu'on voit toujours dans les films catastrophes. Vous savez, quand on détruit la planète, il y a toujours l'Opéra de Sydney, ou d'une faune. Ça ressemble à quoi, l'Opéra de Sydney? L'Opéra de Sydney, c'est ces grandes vagues blanches, vous savez, qui sont tournées vers la baie de Sydney, et une des grandes œuvres architecturales du XXe siècle. Mais c'est pareil pour la faune. Les kangourous, les koalas, on en parle beaucoup en ce moment, sont iconiques, à la fois symboles de l'Australie, et font partie, comme l'ours blanc en milieu polaire, comme l'éléphant ou le rhinocéros dans certains coins d'Afrique, de cette faune symbolique des changements climatiques et de ce qu'on a fait, et de la nature affectée, évidemment. Et oui, parce qu'on entend du coup des choses difficiles à imaginer. J'ai entendu par exemple qu'il y avait eu l'équivalent de la superficie de l'Indiana, et l'État américain ravagé par les flammes, ce qui paraît très difficile effectivement à réaliser. Charlotte Epstein, vous êtes à Sydney actuellement, c'est ça? Tout à fait, au alors, milieu de la catastrophe. Justement, comment ça se passe très concrètement quand vous sortez dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a de changé à Sydney à la suite donc de ces incendies? Oui, alors sachant que je suis donc en pleine ville, et donc en pleine ville, c'est là où on risque le moins, uniquement pour une fois. Mais que, sachant aussi que les feux durent quand même depuis septembre, et que depuis 13 ans que je vis ici, si vous voulez, on fait, quand on vit à Sydney, de temps en temps, il y a ce qui s'appelle des control burns, qui font partie de la gestion par le feu d'une pratique très très ancienne, d'ailleurs utilisée par les aborigènes. Et donc les control burns sont justement censés empêcher ce genre de situation. Et je me souviens d'être sortie une première fois, donc en septembre, de chez moi, en me disant tiens, ça sent brûler, ça doit être un control burn. Le problème, c'est que si vous voulez, à partir du début décembre, là, c'était plus des control burns, c'est-à-dire qu'on regardait par la fenêtre et on voyait carrément un écran de fumée. Je vous dis pas des blagues. On sortait dans la rue, on avait l'impression de littéralement rentrer dans un feu de camp, et on en est à être devenu complètement obsédé des qualités de l'air et à vivre les fenêtres fermées. Les fenêtres fermées. Ah oui. Voilà. Effectivement. Oui. Et ces feux aujourd'hui, ils sont à combien de kilomètres de Sydney, Charlotte Epstein? Alors, ils sont relativement
loin, mais c'est là où, en plus des caractéristiques qu'on vient d'évoquer, il y a aussi des grands vents, si vous voulez. Donc les feux sont probablement, d'ailleurs pas si loin que ça, d'ailleurs, parce que dans la banlieue de Sydney avait été quasiment affectée la semaine dernière. Sinon, c'est peut-être à 50 ou 100 kilomètres d'ici. Mais très vite, les vents vous les amènent vers la ville. Et surtout, moi, je crois que ce qui effectivement représente un tournant, c'est que c'est la première fois que les habitants de la plus grande ville ressentent ça comme une vraie menace, alors qu'on est dans la partie la plus sûre, c'est-à-dire en ville. Fabrice Argoudès, donc on voit qu'on a affaire à un phénomène tout à fait inédit. Et vous qui êtes géographe, comment peut-on l'interpréter? Est-ce que là, on a affaire à quelque chose de différent de ces feux qui sont des feux traditionnels, puisque les feux de forêt, c'est un événement qui peut être naturel, alors là, qui est renforcé dans les circonstances que l'on connaît. Comment l'interprétez-vous? Alors, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer avec l'exemple de Sydney. C'est-à-dire concrètement, il y a des éléments historiques qui font que l'Australie a connu au 19e au 20e siècle énormément d'événements, 1851 ou plus récemment 1983 ou 2009, des grands incendies qui ont touché des parts du territoire. La particularité de cette année, tout simplement, donc l'été austral, puisque vous savez, on est inversé, hein, l'été austral 2019-2020, c'est évidemment la multiplication de ces feux et leur zone géographique qui touche notamment les deux États les plus peuplés et le cœur démographique et économique du pays, que sont la Nouvelle-Galles du Sud, où est Sydney, et le Victoria, où est située la ville de Melbourne. Et les feux touchent tous les territoires australiens, mais c'est vrai que c'est notamment ces scènes que vous avez sûrement vues sur les réseaux sociaux, ces images, hein, où l'on voit exactement, comme qu'on a eu la description il y a 2 minutes, c'est-à-dire les flammes et au moins la fumée qui survole le ciel de Sydney et qui va parfois jusqu'à arriver jusqu'à Nouvelle-Zélande, etc., avec les vents. Et donc, c'est plusieurs facteurs. C'est une sécheresse exceptionnelle. Ce sont des vents extrêmement violents à des dizaines de kilomètres heure. Et c'est évidemment une situation d'incendie. Vous savez, ce n'est pas un incendie global. C'est le monster, mais ce n'est pas un incendie global. C'est 300 à 500 incendies suivant les jours, etc., qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Et alors, Charlotte Epstein, tout cela intervient dans un contexte politique particulier. Le Premier ministre australien est un homme que l'on pourrait qualifier de climato-sceptique. En tout cas, c'est quelqu'un qui a laissé l'Australie avoir un rapport extrêmement étroit au charbon. Scott Morrison est aujourd'hui critiqué pour sa gestion de la crise. Comment est-il perçu? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il aurait pu faire selon les Australiens? Alors, il aurait d'abord pu commencer par ne pas partir en catimini en vacances à Hawaï, comme vous savez. Donc ça, c'était déjà pas un bon début, si vous voulez. Ça commençait pas bien, alors que le nombre de morts, carrément, pas simplement de maisons détruites, mais de morts, augmentait. Donc ça, déjà, c'est pas bon pour un leader. Mais surtout, effectivement, le contexte plus global, c'est que c'est un homme qui a été réélu récemment, en fait. Et ça, c'était par surprise. Hein. Lui, il appelle ça l'élection miracle, sa réélection, parce qu'il n'était pas censé être réélu. Et surtout, il a été réélu après un changement à l'intérieur du parti libéral, c'est-à-dire de la droite, où il a quand même remplacé un autre, Malcolm Turnbull, l'ancien Premier ministre, qui lui, pour le coup, a été viré par son propre parti autour d'une politique énergétique qui pas assez, mais qui prenait quand même en compte le changement climatique. Donc, c'est vous dire que toute son assise politique, elle est effectivement construite sur le déni total du lien de l'existence même du changement climatique, sachant que, comme vous le savez, pendant ce temps-là, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait les feux, l'Australie a été quand même un des pays les plus obfuscateurs à Madrid, en ayant empêché un accord qui allait beaucoup plus loin, qui aurait dû aller beaucoup plus loin. L'Australie faisait ça, s'est comporté comme ça sur la scène internationale, pendant que les feux se déroulaient chez eux. Mais alors, est-ce que là, il a entamé une sorte d'autocritique?
Oui, alors bonne question. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il a été très très rattrapé par les événements, donc il est revenu un peu la queue entre les jambes de Hawaï. Et pour la première fois, les journaux australiens disent qu'il a perdu sa touche de Midas et qu'il a surtout perdu son contact avec les Australiens. Et ça, il y a eu un moment très symbolique pour ça, où il a commencé à essayer d'aller rendre visite aux gens sur place qui perdaient la maison. Et quand il a une jeune femme enceinte, il lui a tendu la main pour qu'elle lui serre. Elle a pas voulu. Il lui a attrapé la main malgré elle. Et surtout, un des firefighters, des pompiers, a carrément refusé de lui serrer la main. Donc c'est vous dire que c'est très symbolique de cette rupture qu'il a avec son propre peuple. Et oui, Alors parce que là, il est Oui, dites-moi. ce qui est très étrange, c'est que on se dit que ce pays continent a à sa tête un homme qui apparemment n'a pas fait de l'écologie son cheval de bataille, ce qui veut dire que l'écologie, ça n'était pas jusqu'ici très important en Australie? Non seulement c'était pas très important, mais ils ont commencé par sortir toutes les vieilles stratégies caduques du Parti libéral. Ils ont commencé par carrément accuser les écolos, comme ils disent. Hein. C'est la faute aux écolos. Ah oui. Une chose assez... oui, ce qui est quand même intéressant dans la mesure où les Verts sont au pouvoir nulle part en Australie. Mhm. Donc je ne sais pas comment ça pourrait être leur faute. Mais donc c'est sûr que je vous raconte ça pour vous expliquer à quel point son positionnement a été extrême. Et ce qui est très intéressant de voir en ce moment, c'est à quel point il est en train de se passer quelque chose. Alors, on ne sait pas, sa stratégie est certainement en train de changer. Donc la première chose qui a commencé à changer, c'est qu'il commence maintenant à dire qu'il n'a jamais refusé, que son gouvernement n'a jamais refusé le lien entre les feux et le changement climatique. Alors ça, c'est évidemment faux, et tous les journalistes lui rappellent tout le temps. Voilà. Mais au moins, il commence à dire qu'il ne l'a jamais, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas avoir changé sa ligne, mais en fait, il change son positionnement, en tout cas dans le langage, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien Fabrice Argounès, une réaction. Oui, mais c'est exactement l'enjeu principal. C'est à la fois l'aspect iconique, je vais réutiliser le terme, du Premier ministre, qui a tous les marqueurs de la droite australienne symbolique, puisque avant les enjeux environnementaux, il avait été notamment en 2013 au retour de la coalition. La coalition, c'est les libéraux et les nationaux, qui sont la droite australienne traditionnelle, et qui avait été le ministre chargé de l'immigration, qui avait fait les lois les plus, l'opération de protection des frontières, les lois les plus dures vis-à-vis des réfugiés. Et en 2016, à nouveau, c'était le principal ministre contre la loi pour légalisant le mariage pour tous, le mariage pour les homosexuels, et évidemment, alors que c'était la coalition de droite qui l'avait mis en place, hein, mais lui c'était le ministre à l'intérieur de la coalition qui était un des plus virulents. On l'a déjà dit, mais il est évangéliste pentecôtiste, hein, et je le dis parce que lui-même le présente, hein, et le met en valeur régulièrement. Et deuxième enjeu, c'est évidemment le rapport à l'environnement et le rapport à la causalité, puisque évidemment les feux ne viennent pas des mines de charbon, mais c'est la question des enjeux globaux des changements climatiques qui pose la question de la place de l'Australie et du rôle de l'Australie dans ces changements globaux, et notamment un élément très important, c'est le rôle des matières premières dans leur économie. Ça fait partie de leur histoire longue, hein, et donc il y a un rapprochement à faire et qui a souvent été nié par le Parti libéral et notamment par Scott Morrison sur le lien entre les activités humaines, notamment les activités extrêmement polluantes australiennes. L'Australie, pour donner une idée, en empreinte climatique par habitant, c'est parmi les 3 premiers au monde, avec par exemple l'Arabie Saoudite ou avec les Émirats Arabes Unis. Donc c'est une empreinte extrêmement Comment forte. explique-t-on cela? Alors, tout simplement parce que le cœur de l'économie australienne, ce sont les exportations. Ça, c'est un aspect historique très ancien. Le pays, vous savez, colonie britannique de peuplement à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui s'est développé à travers le lien impérial avec d'être un pourvoyeur de matières premières, d'abord agricoles, pour le Royaume-Uni. C'est-à-dire dans les années 30, les Britanniques prenaient leur petit déjeuner avec du miel australien, des œufs australiens déjà à l'époque, du blé australien, etc. sur leur toast. Et jusqu'aux années 50, 80% de l'exportation, qui est un élément très important de leur développement, ce sont des denrées agricoles. Depuis, il y a eu une évolution. Ce n'est plus l'Angleterre qui est son principal partenaire commercial. C'est devenu le Japon, puis aujourd'hui la Chine. Et l'Australie a une croissance exceptionnelle depuis une trentaine d'années qui repose essentiellement sur l'exportation. Mais je vais vous donner les 5 premiers produits d'exportation australiens. C'est très simple, hein. C'est le charbon, le fer,
le gaz, l'or et l'aluminium. Il n'y a pas plus symbolique de cet exemple de pays exportateurs de matières premières. Donc, Charlotte Epstein, on se demande finalement s'il est possible pour l'Australie de modifier les choses sans changer complètement le mode de vie australien aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne question. Mais je voudrais commencer par ajouter deux petits faits à ce qui vient d'être dit, à savoir que effectivement l'empreinte de l'Australie, c'est le 13e pollueur au monde, avec seulement 25 millions de personnes, et c'est surtout le premier émetteur de gaz à effet de serre des pays de l'OCDE. Sachant que l'Arabie Saoudite ne fait pas partie des pays de l'OCDE. Et donc c'est le premier, vous voyez ça, premier avant les États-Unis maintenant, ça a dépassé les États-Unis, le premier émetteur et le plus affecté. Donc c'est là où je pense aussi que l'Australie pourrait prendre vraiment une fonction totalement symbolique dans cette évolution-là. Et donc pour vous répondre à votre question, si vous voulez, c'est là où il y a vraiment des facteurs qui deviennent intéressants parce que en même temps, la division entre, on va dire, la ville et la campagne commence à jouer vraiment son rôle. C'est-à-dire que effectivement, la politique a été tournée vers l'industrie minière, surtout l'industrie minière. Mais l'industrie minière, elle est au nord, elle est loin des yeux. Ce qui s'y passe, on voit pas trop ce qui s'y passe. Et là, si vous voulez, c'est quand même, comme l'a été dit, les parties les plus peuplées qui sont affectées. Et de là commence à être formulée une demande de vrai changement. Et puis il y a un autre facteur aussi qui a à voir avec, pour le coup, les ressources premières, c'est qu'il commence à y avoir aussi une scission entre les miniers et, pour le coup, les agriculteurs, les fermiers, qui est aussi une des grandes ressources premières de l'Australie. Parce que les fermiers ont bien compris, je veux dire, cette sécheresse, et maintenant carrément les animaux, je veux dire, des scènes de destruction totale des vaches, des moutons qu'on retrouve morts sur les fermes. Et donc, si vous voulez, les fermiers ont bien compris qu'ils sont les premiers concernés par le changement climatique. Et donc, même à l'intérieur du secteur primaire, si vous voulez, c'est plus du tout unanime. C'est pour ça que moi, je pense que là, pour le coup, moi qui suis pas une optimiste, je pense que ça devient intéressant en ce moment.